témoignage dans votre grand angle, celui de Cyril Amourski. Ce jeune franco-russe revient tout juste d'Ukraine. Il vient de passer 6 semaines en Ukraine, de Kiev à Bakhmout, en passant par Soledar. Vous êtes donc allé couvrir ce conflit. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, étudiant encore à Sciences Po Paris. Vous êtes franco-russe, mais vous avez vécu en Ukraine. Alors vous avez pris des photos, vous avez discuté avec des Ukrainiens, vous avez travaillé aussi avec des Ukrainiens. La date anniversaire de cette guerre approche, le 24 février. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils sont toujours aussi déterminés? Ils le sont tout à fait. C'est-à-dire qu'en ce moment, on voit qu'il y a une situation dans le Donbass qui est assez compliquée. Donc évidemment, d'un point de vue de morale militaire, ça change un tout petit peu. Ça ne change pas radicalement. C'est-à-dire que les militaires et la population continuent à croire clairement à la victoire de l'Ukraine. Et c'est très clairement le cas. Et avec les attaques, par exemple, que l'on voit à Dnipro, celle qui a eu lieu il y a tout juste une semaine, l'attaque terroriste qui a donc coûté la vie de plus de 50 personnes, eh bien en fait, ces événements-là créent un sentiment d'unité encore plus profond et plus puissant au sein de la société ukrainienne. Mais vous étiez encore en Ukraine quand il y a eu ce bombardement russe donc sur un immeuble d'habitation à Dnipro. Là, est-ce que vous avez compris que quelque chose de grave se passait? Est-ce que vous en avez parlé avec les personnes qui étaient autour de vous? Vous étiez où, vous? J'étais dans le Donbass à ce moment-là. Je voulais aller sur place, mais c'était assez loin et je n'avais pas la possibilité à ce moment-là d'y aller. Et donc j'ai discuté avec des personnes autour de moi, des personnes qui travaillaient dans l'hôtel, par exemple, où je résidais. Et clairement, les gens étaient en deuil, les gens étaient choqués. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Ukraine est en guerre depuis 9 ans et nous sommes dans une guerre complètement différente depuis 11 mois. Et ces événements-là, ils sont devenus quasiment, on va dire, normalisés en fait dans la société ukrainienne parce que des attaques contre les civils, on en voit régulièrement. Mais cette attaque contre un immeuble, enfin contre donc la population civile à Dnipro, qui a coûté la vie de plus de 50 personnes, a profondément choqué les Ukrainiens par son ampleur. Parce que la Russie, elle n'arrête pas de constamment cibler les civils, mais il y a très peu de pertes civiles en règle générale, quotidiennement, ou bien même de façon hebdomadaire, on n'en voit pas tant que ça. Il y en a, et elles sont de trop de toute façon, mais celle de Dnipro avait une ampleur absolument catastrophique, et c'est cela qui a choqué. Alors vous prenez des photos, vous tournez, notamment pour votre chaîne YouTube qui s'appelle Amourski, comme vous. On va regarder un petit extrait, c'est un témoignage que vous vouliez montrer, un témoignage qui pour vous montre la détermination des Ukrainiens. А чому ви вирішили залишитися у місті Бахмут зараз? Чому ви вирішили залишитися у місті? Я патріот України 13-го року, 14-го. А якщо Росія буде окупувати місто, то ви залишитеся чи ви? А ви вірите, що не буде? Ні, я не кажу цього, але якщо це буде. Сынок, дайте на ушко скажу. Они же меня первую повесили. Дякую вам. Voilà, elle est déterminée. Cette dame, c'était à Bakhmout. Tout à fait. C'est l'enfer qu'on a vu sur les images. C'est-à-dire que c'est une ville qui est presque... Qu'est-ce qui reste de cette ville? La ville, elle est très clairement impactée. Elle a été détruite, en tout cas au moins à 60% selon les données officielles. Ce qui est clair, c'est que quasiment toute la ville a été touchée et impactée par les tirs d'obus russes, par les missiles russes, puisque la Russie n'a pas arrêté d'utiliser tout son arsenal pour essayer de prendre cette ville. Surtout, on l'a vu au mois de décembre. Là, en tout cas, avant que je quitte la ville, l'intensité a légèrement baissé, puisque la concentration à ce moment-là de l'armée russe, elle se portait sur la ville de Soledar. Mais tout de même, Bakhmout reste leur objectif majeur et primaire en ce moment même. Donc dans le Donbass. Il reste à peu près, selon les sources officielles, une fois de plus, 10% de la population, ce qui correspondra à peu près à 7000 personnes. Je pense, et j'espère en tout cas qu'il y en a moins. Et lorsque nous, on y était pour la dernière fois ensemble avec mes amis, mes collègues Lipkos, il y avait à peu près une vingtaine, trentaine de personnes sur la place centrale, ce qui est beaucoup, parce que d'habitude, il n'y a personne à cause de l'intensité des tirs. Les gens ont peur de sortir. C'est-à-dire que oui, il reste quelques milliers de personnes, mais ces personnes-là se cachent, elles sont dans des abris. Et là, on a vu quelques personnes, quelques dizaines de personnes sur la place centrale pour pouvoir chercher de l'aide humanitaire. Un haut responsable américain disait hier donc en Allemagne qu'il fallait que les Ukrainiens oublient, laissent Bakhmout pour se concentrer sur une contre-offensive contre les Russes. Est-ce que vous comprenez ce conseil ? Alors, moi, je ne suis pas un stratège militaire, donc je vais avoir du mal à donner clairement une note, une appréciation à ce sujet. Ce que je sais, c'est que les Ukrainiens, de toute façon, parlent de cette contre-offensive depuis un certain temps. La contre-offensive vers la région de Zaporijie, et non pas la ville de Zaporijie, et d'ailleurs, je le dis aux téléspectateurs, parce que parfois on fait cette confusion, la ville a toujours été sous contrôle ukrainien. Eh bien, c'est une opération qui se prépare déjà depuis plusieurs mois. Il y a des brigades, justement, qui avant étaient dans le Donbass, qui ont quitté le Donbass pour pouvoir s'entraîner, se préparer pour aller, justement, plus tard
délivrer, délivrer, on va dire, les villes de Mélitopol et d'autres villes dans la région de Zaporijie. C'est une opération qui va se préparer de toute façon. Je ne pense pas que les Ukrainiens s'apprêtent à quitter Bakhmout pour donner la priorité à Zaporijie. Ils veulent faire les deux. Avec quelle arme, justement? On évoquait cette décision, indécision des Occidentaux, notamment de Berlin. Ça, ils vous en ont parlé, les soldats ukrainiens. Ils ont besoin d'armement. Ils regrettent cette décision? Clairement, ils ont besoin d'armement, que ce soit des chars, que ce soit des F-16 par exemple, donc les avions dont on parle maintenant également. C'est un équipement qui est absolument nécessaire aux Ukrainiens. C'est pas seulement les Ukrainiens qui en parlent. Enfin, déjà, d'un point de vue ukrainien, lorsque j'ai discuté avec des militaires, ils ont été très clairs. Je voulais prendre des images des LRU français, ce qu'on appelle les HIMARS français, c'est-à-dire des systèmes lance-missiles. On n'a pas pu prendre des images, non pas parce qu'on n'avait pas cette possibilité à cause du commandement ukrainien ou que sais-je, mais parce que les Ukrainiens n'avaient pas les missiles. Et aujourd'hui, 2-3 semaines plus tard, après cette histoire, ils n'en ont toujours pas. Donc c'est un vrai problème. Ils ont un problème en termes d'approvisionnement, en termes d'obus donc, et de missiles. Et ça, c'est clairement la responsabilité de l'Occident parce que l'Occident s'est engagé donc à donner de l'armement et également des munitions aux Ukrainiens et pour l'instant ils en ont pas. La Pologne dit exactement la même chose. Duda l'a dit il y a 2-3 jours, il me semble que la question de l'Ukraine et la survie de l'Ukraine va dépendre entièrement de l'aide aujourd'hui de l'Occident parce que les Russes ils veulent mener une contre-offensive très probablement dans le nord du pays. Donc pour prendre la capitale et peut-être même dans le sud, si on n'aide pas l'Ukraine aujourd'hui et si l'Ukraine n'obtient pas les armements qu'elle demande, qu'elle n'arrête pas de demander, eh bien alors dans ce cas-là, l'Ukraine peut tomber, Kiev peut tomber. Et une dernière chose que je souhaite rajouter, moi je trouve ça assez problématique qu'on mette l'Ukraine en fait dans une posture où l'Ukraine doit tout le temps demander. C'est pas normal. Il y a des garants de sa sécurité, tels que les États-Unis et le Royaume-Uni. S'ils se sont engagés à protéger sa souveraineté, ils doivent donner des armes sans que l'Ukraine ait à mendier. C'est pas normal de mettre l'Ukraine dans cette posture. On va voir cette image qui nous vient de Soledar avec ce premier convoi de l'ONU qui est donc arrivé dans cette ville. Photo, donc plus de 800 personnes sont toujours dans cette petite ville. Vous avez aidé une famille à partir. Il y a la question des enfants. Vous me disiez que c'était une question qui faisait beaucoup parler en ce moment en Ukraine. Oui, pourquoi? il y a beaucoup de débats, non pas seulement autour des enfants, mais autour de la population qui décide de rester et qui ne veut pas bouger. Parce qu'aujourd'hui, légalement, le pouvoir en place ne peut pas décider de faire partir des familles, de les faire évacuer de force. Ce n'est pas possible. Et donc c'est un vrai débat dans la société ukrainienne. Est-ce qu'il faut donner à l'État ses moyens ou est-ce que les gens devraient avoir la liberté donc de rester sur le terrain? C'est un vrai problème parce que les civils qui restent sur place deviennent donc des boucliers vivants et on accuse ensuite l'Ukraine de s'en servir alors que les Ukrainiens n'ont malheureusement tout simplement pas le choix. Ils sont dans des villes, ils sont obligés de les protéger donc ils restent sur ces lieux. Et ça crée réellement des problèmes. Et par rapport à des enfants, c'est encore pire parce que les enfants, ils n'ont pas le choix ils peuvent pas de leur propre volonté exactement. Ils peuvent pas partir sans l'accord de leurs parents. Et on a des histoires où malheureusement des enfants sont morts alors qu'ils pouvaient être évacués et les familles en question n'ont pas voulu le faire. Merci Cyril Amourski d'avoir accepté notre invitation. On peut suivre votre travail donc sur votre chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Amourski. Merci à vous. Merci.